très peu à la plage à Campagnole. Pendant l'été, seuls les Anglais descendent parfois à Narbonne-Plage et un peu aussi au Cap d'Agde, mais les Campagnolais de souche n'y vont presque pas, et la plupart du temps, c'est plutôt Narbonne-Plage, en effet, et dans des coins où il n'y a pas de nudistes. Alors j'y suis allé une fois récemment, à la fin du mois d'août, et si je vous en parle, c'est pour avoir vu le soir même sur une chaîne qui est très dans le lit de l'opinion dominante, LCI, un sujet relatif aux seins nus sur les plages et à la piscine à propos de Barcelone, figurez-vous. La mairie de Barcelone, en effet, a décidé cet été d'autoriser les seins nus dans les piscines municipales, et on faisait remarquer sur le plateau de LCI donc qu'en France c'était regrettable, mais c'était le contraire, la liberté reculait, les maires les plus lâches, vous excuserez le pléonasme, tendent à autoriser n'importe quelle tenue couvrant le corps et les cheveux pour ne pas contrarier les gens qui viennent exercer sur elles des pressions. Quels gens et quelles pressions? Vous n'avez qu'à deviner vous-même. Et les présents sur le plateau là de LCI regrettaient unanimement, tout en nous disant que l'Espagne au moins, etc. D'abord, on peut leur faire remarquer que l'Espagne et Barcelone sont deux choses assez différentes. Barcelone se veut aussi libéré que Berlin, les filles sont tatouées, tout le monde parle anglais, c'est le règne de l'alternatif, du street art, etc. Donc rien à voir avec l'Espagne profonde et traditionnelle. Ensuite, à Barcelone, dès les premiers rayons de soleil, sur la Rambla de la plage, qui ressemble à une plage californienne, on croise des filles en blouson de cuir qui elles-mêmes croisent un type tout nu. Et personne ne regarde personne. Et ça pourrait être d'ailleurs l'inverse, on voit aussi régulièrement des filles sans le haut ou sans le bas qui font du volleyball devant des gens qui passent en costume, parce que précisons donc, rappelons que la plage de Barcelone est située dans la ville. Alors pourquoi cette introduction qui passe par l'Espagne? Parce que la question du topless, des seins nus, m'a inspiré, figurez-vous, un article dans le Figaro en 2014, un article qu'on trouve encore dans les archives sur Internet en tapant mon nom, Figaro et seins nus, un article où je disais qu'après avoir passé 3 ans en poste en Italie et 3 ans en Espagne, entre 2005 et 2011, je trouvais que les femmes du sud de l'Europe n'étaient visiblement pas effrayés par le cancer de la peau, et que lorsque les magazines français nous disaient « le topless n'est plus à la mode parce que les femmes craignent le mélanome, etc. », eh bien moi je pouvais témoigner que seules les Françaises craignaient apparemment le mélanome. Donc, à mon avis, elle craignait probablement autre chose. Et en fait, un sondage récent révélait bel et bien que si les femmes sur les places publiques françaises, je veux dire hors zone naturiste, ne faisaient pas ou plus de topless, c'était pour échapper à un autre risque que celui du cancer de la peau. Ah bon, et lequel? Eh bien, le sondage ne précisait pas lequel, mais elle disait, elle, clairement, ces femmes, qu'elles craignaient pour leur sécurité. Elles craignaient les réflexions et les intimidations. Ah bon, et en provenance de qui? Vous croyez quand même pas tout de même que je vais vous le dire une fois encore? Mais celles qui ont répondu au sondage avaient l'air de savoir, elles, très bien de qui provenaient les intimidations. Tout ça pour dire quoi? Que 5 ans se sont écoulés depuis la publication de cet article, de mon article dans le Figaro, 5 années d'une lâcheté qui a commencé d'ailleurs au sein même de la rédaction, puisque le comité des rédacteurs de ce journal, qui est un peu la Pravda interne à cette publication, a vivement critiqué la publication de l'article de 2014, article où je disais exactement ce que je viens d'entendre au journal de LCI. Donc, les temps ont changé. Mais si les staliniens de la gauche française n'étaient pas infiltrés jusque dans le journal le plus conservateur et le plus célèbre de France, eh bien, on aurait pris la mesure du problème bien avant. N'oublions jamais que dans les phénomènes sociaux les plus détestables, dans la question « comment a-t-on pu en arriver là ?», il y a pratiquement toujours à l'origine une lâcheté journalistique qui nous aura fait perdre 5 ans avant la prise de conscience. À bientôt, merci, abonnez-vous. Vous vous souvenez de cet Américain que j'ai croisé et qui travaille récemment là, qui travaille dans le négoce du vin à Villeneuve et qui commerce du vin de Cahors avec le clergé orthodoxe russe? Eh bien, nous avons parlé ensemble de Hong Kong récemment parce qu'il déteste les Chinois. Alors, vous allez me dire aussi, tout ça paraît un peu fourre-tout comme introduction, comme entrée en matière, et on se demande quel est le rapport entre Hong Kong et le vin. Eh bien, le rapport, c'est les Chinois, justement. Mon Américain, là, Colin, les déteste parce qu'ils cherchent à accaparer les vignobles dans le Bordelais et parce qu'ils commencent à pointer le nez du côté d'Agen. Et là, il n'a pas hésité à revenir à la comparaison vinicole en affirmant une chose amusante et au fond très vraie. Ce sont les Français
qui ont inspiré la révolte de Hong Kong, me dit-il, ce sont les gilets jaunes, bien entendu. Et la preuve, nos télés ne l'ont pas montré, mais ils en portent parfois des gilets jaunes. En fait, la France, m'a-t-il dit encore, peut être considérée comme le rosier de la démocratie. Alors, dite avec l'accent américain, cette expression m'a beaucoup amusé, parce que, en plus, il l'a très bien expliqué historiquement. Il a dit, vous savez que dans les vignes, traditionnellement, on plante des rosiers le long des parcelles pour qu'ils trahissent, par le jaunissement de leurs feuilles, de mauvaises conditions climatiques avant l'apparition du mildiou sur la vigne. Alors le buisson de rose, c'est la dernière alarme avant les maladies de la vigne. Eh bien, le jaunissement du peuple français, c'est aussi la dernière alarme avant la perte de tout espoir de démocratie, et ceux qui contestent l'évolution totalitaire des sociétés technologiques, politiques, commerciales, ceux qui ne supportent plus que la richesse du monde soit accaparée par 10% de milliardaires, ceux qui disent nous n'entrerons pas dans votre prison future, nous refusons les traités de libre-échange où on subit les termes de l'échange, nous refusons l'autocensure pour ne pas déplaire à Google, tout cela sont les rosiers de la démocratie, me dit-il, et ils l'ont été en France depuis la guerre d'indépendance de l'Amérique, de Lafayette à la Commune de Paris, de Gavroche à Germinal. Tout ce qui a permis aux gens de se réveiller, de dire à leur maître « nous valons mieux que les servitudes qu'on nous inflige », tout ça a toujours été largement inspiré par les Français. On se demande par exemple pourquoi, en dépit des voitures retournées à Paris, tous les samedis, eh bien des devantures défoncées, etc., des incendies, des brasseries incendiées, eh bien les touristes ont été presque plus nombreux cette année. Eh bien c'est parce que seul un étranger peut vous le dire, le bordel chez vous, en France, la colère populaire, les gilets jaunes, tout ça fait partie de l'attrait touristique de la France. Ces gens sont contents de venir voir l'un des derniers pays au monde, avec l'Italie et l'Espagne, où on peut tout bloquer comme ça, tout remettre en cause au nom de la dignité du peuple. Ça rassure de voir qu'on peut encore obliger les méprisants et les salauds à tenir compte de la dignité des peuples. Et moi, je suis certain, me dit-il, que le jaune fluo va se répandre partout sur la Terre comme un symbole de résistance. Ils peuvent toujours changer la couleur des vestes de chantier. Il est trop tard, ils vont pas interdire la couleur jaune, la peinture jaune, etc. Quand les gens seront vraiment excédés, eh bien, ils vont mettre du jaune partout, même en Chine, et les manifestations sur la terre entière ressembleront à un champ de colza. Eh bien, me suis-je dit, voilà un Américain bien prophétique et surtout bien métaphorique. Il m'a dit de venir déjeuner un jour avec sa femme qui, elle, est certainement du même avis, car elle fait partie, paraît-il, d'un comité Trump à Toulouse. Un peu bizarre, je vous raconterai ça prochainement si vous vous abonnez. Merci. Il y a vraiment un phénomène de l'été que peu de politiques prennent en compte et dont le patron du café m'a permis d'analyser assez finement l'évolution. C'est la tablée familiale ou amicale qui a tendance à croître en volume, en surface, à la faveur du manque d'argent et aussi cette année à la faveur du beau temps. Parce que disons-le, cette année dans le sud-ouest, le temps a été incroyablement constant en température, ce qui fait que nombre de vacanciers à base familiale, comme ça, c'est-à-dire avec une vieille maison de famille dans le Lot ou dans le Tarn, se sont dit, pas la peine d'aller s'entasser sur la côte où il fait 40 degrés, restons ici. Et dans ces familles, on peut dire que la fracture sociale est passée, mais elle a eu pour effet d'évincer littéralement le parvenu de service de la famille, celui qui a son Audi A3, vous savez, son salaire de 8 000 €. Et bien, cette année, il n'est pas venu. Il en avait probablement assez d'entendre parler de Macron à table et il a eu raison de ne pas venir parce qu'on en a beaucoup parlé en effet. Et c'est là que les politiques devraient observer la situation avec plus d'attention. Pour une fois, les gens se sont dit, c'est mieux que Jean-Michel soit pas venu. Je peux plus le supporter avec sa bagnole, avec ses enfants mal élevés qui disent pas bonjour, avec ses copines à répétition, avec ses conversations avec New York sur le portable, là, dans un anglais à couper au couteau, du genre « But I told you many times, Robert », etc. Nous sommes 6 ou 8 couples, nous avons les mêmes difficultés, nous sommes complètement dépassés par la vie qu'on nous impose, et à table, nous passons notre temps à nous demander « Est-ce que tu crois que ça va reprendre les gilets jaunes à l'automne ?» Et dans cette question, il y a toujours un mélange de crainte et d'espoir.
la plus représentative de toutes ces familles à Campagnole a une partie italienne, et c'est important parce que au thème ce Macron, etc., s'ajoute le thème ton Salvini. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, sauf sur un point, c'est qu'ils vivent à crédit, non parce qu'ils ont changé de vie, mais parce qu'ils n'ont pas voulu en changer, justement. Ça faisait 20 ans qu'ils avaient de quoi partir en vacances en Andalousie, en Crète, etc. Depuis 5 ans, ils n'ont plus les moyens, mais ils le font quand même, ils le faisaient quand même en ponctionnant leurs économies. Désormais, il n'y a plus d'économie. Et les enfants campent dans le jardin de la maison parce que tout le monde est revenu au bercail faute d'argent. Donc on recommence à aller se baigner à la rivière. On n'a jamais vu autant de bals populaires que cette année, autant de soirées moules frites, de concours de pétanque, de vide-grenier. Dans les moindres recoins, l'animation locale a dû suivre parce qu'il y avait plein de gens, beaucoup plus de gens que d'habitude, que les autres années. Et l'hôtelier m'a dit, c'est simple, il n'y a plus de fric. Donc les gens restent ici. C'est lui qui m'a dit, il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'il joue, figure-toi, au loto, alors qu'avant, les bourgeois, enfin en tout cas les gens à peu près aisés, ne jouaient pas. Mais maintenant, les bourgeois ont tous un fils chômeur avec 2 enfants, et là, on a vraiment changé d'époque, me dit-il. Résultat, je fais moins de repas, mais beaucoup plus d'apéros. Les gens boivent jusqu'à 2 ou 3 mojitos pour rester ensemble en terrasse jusqu'à 11h, et ils se montent le bourrichon en disant, à la rentrée, il faudra que ça change, on va pas les laisser nous prendre pour des esclaves pendant qu'ils montent des réseaux de prostitution de luxe, pendant qu'ils vendent les aéroports, pendant qu'ils se déplacent en avion privé pour une finale de coupe, et pendant qu'ils mangent du homard sous les lambris. Ah, une autre chose à Campagnole, l'été, il y en a un par famille désormais qui se dévoue chaque semaine pour descendre à Narbonne ou à Sète pour acheter des cigarettes de contrebande. Et quand ils voient un ministre qui parle d'urgence sociale à la télé, ils disent devant le poste, l'urgence sociale, c'est quand on voit ta gueule. Je sais, j'étais là. Et donc, il était question, ce jour-là, du saccage des permanences du parti au pouvoir, et les gens n'avaient pas l'air tellement affligés autour de moi. En somme, j'ai trouvé ces vacances très instructives. Vous aussi sans doute, vous aussi peut-être. Abonnez-vous, merci. C'est une histoire à tiroir qui montre assez bien les limites des actions à courte vue, surtout quand les conséquences de la courte vue sont à grande échelle. Jusqu'ici, quand vous commettiez une erreur, par exemple en tant que cultivateur, eh bien votre récolte était affectée, mais le cultivateur voisin n'avait pas commis la même erreur que vous, ou il cultivait autre chose, il n'y avait pas de normes, pas de consignes européennes. Et donc, les conséquences d'une faute de jugement restaient limitées à 100 hectares. Désormais, avec les décisions et les politiques qui concernent une région entière, si quelqu'un s'est planté, comme dit mon ami Gustave, eh bien tout le monde se plante en même temps, et pour 20 ans. Je vous raccourcis le raisonnement, mais vous allez voir, c'est assez vertigineux. Première étape, vous observez que 5 éoliennes immenses sont toujours à l'arrêt depuis 2 ans au bord de l'autoroute. On vous explique au café que c'est normal parce que l'une d'elles a tué 2 vautours et qu'une association s'est plainte, etc. Alors vous faites du mauvais esprit et vous dites, les vautours, parlons-en, 2 de moins, ça va pas faire une grosse différence parce que ils les ont réintroduits il y a une vingtaine d'années. À présent, il n'y a plus que ça. Ils arrivent au-dessus de Campagnole 2 ou 3 fois par an à plus de 50, si c'est pas 100. Ils tournent au même endroit, ils se rassemblent de partout et puis ils filent ensemble vers un point précis à l'horizon. C'est assez mystérieux. Alors, tu parles d'un mystère, a dit mon voisin ce jour-là, ils ont repéré une carcasse, tout simplement. Alors vous, naïvement, vous dites, quoi, un blaireau mort, un sanglier? Mais non, évidemment, un cheval, des agneaux, des brebis, des vaches. Mais normalement, objectez-vous, pour des raisons sanitaires notamment, tout doit aller chez les carisseurs, c'est légal. Rien en ce moment, vous répond-on, n'est plus normal ni légal. Depuis qu'ils prennent des décisions pour tout le monde, ils ont tout détraqué. Avant, il y avait 3 vautours et 3 écarisseurs. Aujourd'hui, il y a 3000 vautours et plus d'écarisseurs. Alors je dis, il y en a forcément un. On me répond, oui, à Agen. Et ça coûte 300 € sans le voyage. Avant, ça coûtait 30 et il était à côté. Du coup, il y a prolifération de vautours qui finissent par heurter les pales des éoliennes, lesquelles sont à l'arrêt au bord des autoroutes à cause des associations d'écologistes, les mêmes qui applaudissaient à la réimplantation des vautours il y a 30 ans, les mêmes qui, dans les années 90, nous parlaient des bienfaits de l'éolien. Donc à l'échelle d'une région et d'une génération, on est dans le n'importe quoi permanent, et on ne parle même pas des loups,
qui n'en sont pas vraiment, puisque d'après toutes les analyses ADN, ils sont mélangés à du Labrador et à du Doberman, et qui viennent pour la plupart de souches importées par avion de Mongolie pour un parc animalier de la région en 2000, et que donc ils ne se comportent plus comme les loups génétiques, ils n'ont plus pas peur de l'homme, ils mutilent 20 brebis pour en tuer qu'une, et quand on les repère par caméra thermique, le préfet confisque les bandes de crainte de voir atterrir les images sur Internet. C'est un type très au courant de tout ça qui me dit c'est ça au bar l'autre jour. Il a 450 bêtes pour sa part et il a conclu, mais à présent il y a des attaques de loups à 20 km de Nîmes et même les chiens de ferme risquent de se faire égorger. Donc crois-moi, on va commencer à en parler dans Paris Match puisque ces gens-là, ils parlaient des citadins, des Parisiens, etc., ne publient des articles que quand ça les concerne et quand ça les touche de près leur jardin à eux par exemple. Et ben là ça vient. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'a ajouté Gustave ensuite, c'est que d'autres prédateurs venus des villes commencent à s'abattre sur la campagne, mais ça c'est un sujet pour un autre jour. Abonnez-vous, merci. J'ai un voisin de jardin qui est un homme assez paisible, en débardeur bleu marine, avec une espèce de toison grise assez débordante sur la poitrine, et qui était maraîcher avant sa retraite, ce qui fait que mon jardin a un peu honte en comparaison du sien, évidemment, mais il a l'air sensible au fait que je le limite dans sa façon de traiter ses tomates. Alors, c'est donc un type assez massif, assez taciturne surtout, qui cultive ce jardin en parallèle avec d'autres, mais justement, il m'en a parlé, et si la chose m'a frappé, c'est qu'il possède un autre jardin à Villeneuve, cette ville du coin dont je vous ai parlé, dont je connais l'un des adjoints au maire, cette ville d'où sa famille était originaire, et comme j'avais des relations donc avec cet adjoint à la mairie de Villeneuve, le fameux Maxime, et comme ce type, le jardinier, la voyait très très bien qui c'était, le courant est passé tout de suite entre nous. D'autant plus qu'il avait à se plaindre, non de la mairie de Villeneuve, qui faisait ce qu'elle pouvait, mais de certaines populations qui étaient la cause de son renoncement progressif à cultiver son jardin de là-bas pour se rabattre sur celui d'ici de Campagnol. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que, il me dit, il me pique tout, il me coupe tout, je ne peux plus faire de légumes, ils viennent la nuit me les prendre. Et c'est toujours les mêmes. Vous savez exactement où ils habitent, hein, alors je me demande dans quoi, dans des cités? Non, dans des caravanes. Et la mairie le sait, me dit-il, mais elle peut rien faire. Ou elle ne veut rien faire. Autour de cette parcelle, autrefois, me dit-il encore, il y avait plein de jardins ouvriers. On a d'abord fait des réunions, les gens se sont dit on va faire un tour de garde avec le fusil, mais tu parles. De toute façon, c'est pas à nous d'intimider ces gens-là, c'est à la mairie, c'est aux gendarmes. Mais ils nous disent on va pas faire des rondes nocturnes pour 3 tomates. De mon côté, après cette conversation, j'en ai parlé au fameux Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, qui m'a dit oui, c'est connu, malheureusement, il y a pas que le vol de fils de cuivre hein, sur les chantiers autour de la ville, il y a aussi maintenant le vol de légumes que tu retrouves ensuite au marché, en plus dans des étals de fortune. Et je vais même te dire, à une certaine époque, quand on plantait des jonquilles sur les parterres fleuris de la ville, là, eh ben, tu retrouvais les jonquilles en bottes au Carrefour pour 2 € la botte, et les femmes qui vendaient ça, c'était assez signé, je te fais pas un dessin, mais c'était des silhouettes assez marquées esthétiquement, 4 pulls, des enfants de 4 ans qui mendient au Carrefour, en se faisant passer pour des Syriens, etc. Donc, que lui ai-je dit, on peut strictement rien faire, c'est ça? Si, quand il y a une adresse et quand il y a un état civil, on peut faire quelque chose, mais la plupart des vols dans les jardins potagers, désormais, sont le fait de gens qui n'ont pratiquement pas d'identité. Ils sont arrivés avant-hier du fond de l'Europe centrale, ou balkanique, et de toute façon, ils sont protégés quoi qu'ils fassent. Donc j'ai rapporté ces propos à mon fameux voisin de jardin, là, de Campagnol, qui m'a dit tous les gens à Villeneuve font comme moi. Ils sont tellement dégoûtés de ça qu'ils préfèrent cultiver un jardin de village dans la montagne, comme ici, où personne ne vient vous arracher vos légumes. Donc en fait, c'est comme à Beyrouth. Il connaissait un peu Beyrouth parce que son frère y avait été en poste. Les jardins de Villeneuve sont à l'abandon et les gens cultivent dans la montagne.
Moi, je ne fais plus rien en bas, en tout cas. Mais le pire, c'est que, alors que les cerisiers sont pillés en bas, j'ai des cerisiers, eh bien, le fisc me compte une récolte de cerises. Du coup, l'an passé, je les ai fait couper, ces cerisiers, pour afficher les photos du massacre sur la porte du trésor public avec du scotch. Ben, figurez-vous que j'ai eu une amende pour affichage sauvage. Il y a vraiment des jours où même les gens honnêtes, comme moi, me dit-il, comprennent ceux qui mettent le feu à des tas de pneus dans la rue. Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé que cette conversation était quand même très utile à 8 heures du matin, avec un type tout simple, en débardeur, qui venait de la plaine voisine, et que tout ça comportait une leçon que je vous livre ici sans autre commentaire. En plus, il m'a promis de m'inviter à déjeuner au jardin, donc à côté, sous sa petite tonnelle, un jour où sa femme serait là, parce qu'ils ont un petit abri et un barbecue en pierre. Eh bien, je vous tiendrai au courant, j'irai pour vous, mais j'ai l'impression que je vais en apprendre beaucoup plus sur la vie à Villeneuve. Abonnez-vous, merci.